Imaginez un instant pouvoir rentrer dans la tête d'un des plus grands auteurs du XXe siècle. Mais pas dans ses livres finis, non. Dans ses pensées les plus brutes, ses doutes, ses fulgurances, avant même qu'elles ne deviennent des chefs-d'œuvre. Eh bien, c'est la promesse des carnets privés d'Albert Camus. Et c'est exactement là-dedans qu'on va plonger ensemble. Voilà, tout est dit dans cette simple phrase, griffonnée au détour d'une page. C'est la clé pour comprendre tout Camus. Pour lui, la philosophie, c'est pas un truc abstrait, un système compliqué. Non, c'est une vérité qu'on ressent, qu'on vit, et qui ne peut vraiment s'exprimer qu'à travers des histoires, des personnages. C'est ce fil rouge qu'on va suivre. Alors ces carnets, qu'est-ce que c'est au juste? Il faut vraiment voir ça comme son atelier, son labo. C'est là qu'il forgeait ses idées, qu'il testait des dialogues, qu'il dessinait les contours de ses personnages. C'était son espace secret, où la philo, ses futurs romans et sa propre vie étaient complètement mélangés. Tout se nourrissait. Et pour vraiment piger la pensée de Camus, il faut revenir à la base, à ses racines. Tout part de là, d'Alger, d'une enfance dans la pauvreté, mais sous un soleil de plomb. Et c'est ce mélange qui va être la source de toute sa lucidité. Cette note, elle est capitale. Elle nous dit que, pour lui, la pauvreté, c'est pas juste un concept économique. Non, c'est une force qui nous façonne, qui construit une sensibilité. C'est un truc physique, émotionnel. Et ce lien si particulier avec sa mère, un amour immense mais presque sans mots, eh bien ça devient sa grille de lecture pour ressentir le monde. Du coup, la pauvreté, c'est pas juste une galère, c'est une véritable école de vérité. Il écrit par exemple que pour les riches, le ciel, la beauté, c'est normal, c'est un dû. Alors que pour les pauvres, c'est une grâce infinie, un cadeau. Et c'est de là que vient son fameux dénuement souriant. Cette idée de trouver une richesse incroyable, non pas malgré le manque, mais grâce à lui. Allez, on attaque maintenant le cœur du réacteur philosophique de Camus. C'est cette tension, ce choc permanent entre notre besoin fou de trouver un sens à tout ça, de la logique, et en face, le silence. Le silence froid, total, indifférent de l'univers. La phrase claque. D'un côté, le constat, brutal, c'est l'absurde qui domine. Ce divorce entre ce qu'on attend du monde et ce qu'il nous donne. Mais tout de suite après, il y a une porte de sortie qui se dessine. Et ce qui nous sauve, c'est pas une grande idée, c'est pas la foi, c'est l'amour, le lien humain, concret. Et ce qui est fou, c'est qu'on trouve même dans ces carnets cette sorte de carte mentale, une véritable feuille de route pour vivre sans espoir. D'un côté l'absurdité, de l'autre la lucidité, le fait de voir les choses en face. Et le chemin entre les deux, eh bien, il passe par le jeu, la force, la bonté, pour atteindre ce qu'il appelle les valeurs héroïques. C'est un vrai mode d'emploi pour vivre à fond, sans se raconter d'histoire. Attention, petit point important pour bien tout comprendre, l'absurde, pour Camus, il n'est pas dans le monde. Le monde n'est pas absurde en soi, et l'humain non plus. Non, l'absurde, il naît du choc entre les deux. C'est cet appel qu'on lance vers l'univers en criant « pourquoi ?» et le silence assourdissant qui nous répond. C'est ça, l'absurde. Bon, d'accord, le constat est fait, le monde est silencieux. On fait quoi maintenant? On se laisse sombrer? Surtout pas. La réponse de Camus n'est pas une idée, c'est une action. C'est la révolte. Mais attention, pas une révolte politique, non, une révolte qui vient du corps, des sens, de la beauté du monde. Ce passage est juste magnifique. Il marque un vrai tournant. L'intellectuel, le philosophe, il arrête de se torturer avec les grandes questions. La solution, c'est pas de penser le monde, c'est de s'y plonger corps et âme. C'est d'entrer dans le jeu des feuillages et de la lumière. Il ne s'agit plus de questionner, mais de fusionner. Et voilà, on y est. Le cœur de sa révolte, il est là. Puisque la vie n'a pas de sens qui nous est donné d'avance, eh bien c'est à nous de le créer. Comment? Par l'intensité, en vivant chaque instant à fond. Chaque lever de soleil, chaque plongeon dans la mer, ça devient un acte de résistance joyeux contre le néant. Et ça, c'est la conclusion passionnée de sa révolte. C'est une morale en deux temps. D'un côté, un immense oui à la vie, à l'amour, au corps, au soleil, et de l'autre, un non absolu de toutes ses forces à tout ce qui veut nous en détourner, les faux espoirs, les morales tristes, les promesses d'un ailleurs. C'est une morale de l'ici et maintenant. Maintenant, voyons un truc super concret. Comment ce laboratoire secret, comment ces carnets ont directement donné naissance à ces romans, à ces pièces de théâtre, à tout ce qu'on connaît. C'est ici qu'on voit en direct le philosophe devenir écrivain. Prenons l'exemple de Caligula. Le processus de création est juste dingue à observer. Au début, en janvier 1937, on a juste ça, une ligne. Caligula ou le sens de la mort. Point. Ensuite, quelques notes, une ébauche du personnage qui veut pousser la logique de l'absurde jusqu'au bout. Et de cette toute petite graine, ça va devenir quoi? Une des pièces les plus monumentales du XXe siècle. Le carnet, c'est vraiment la matrice. Et Caligula, ce n'est pas du tout une exception. C'est pareil pour ses autres œuvres. On retrouve dans les carnets des bouts de phrases, des réflexions qui deviendront meursault dans l'étranger. Il accumulait la matière première, ces fameuses images, parfois pendant des années, avant de tout assembler pour construire ses romans. Au bout du compte, que ce soit dans sa vie ou dans son art, tout se rejoint. Le but ultime, c'est ça, être vrai. Atteindre une sorte de transparence où le « je »
arrête de se voir comme séparé du monde, mais où il ne fait plus qu'un avec lui. C'est le cœur de sa philo, et c'est l'ambition de tous ses livres. Et tout ça, ça nous laisse avec cette question finale, une question radicale, un peu vertigineuse mais tellement libératrice. Pas un bonheur naïf, un bonheur de carte postale, non. Un bonheur lucide, un bonheur de combat, qu'on va chercher, qu'on conquiert, comme un acte de révolte. Et cette idée, des décennies plus tard, elle continue de nous bousculer en profondeur.